Okay, welcome back. Bienvenue de nouveau. Just as a quick review, Nous ferons une révision rapide. reviewed our 7 churches Nous avons and révisé how les 7 they églises apply et not comment only elles to the s'appliquent New Testament church, non but seulement also to Israel, how they overlap. à l'église du Nouveau Testament, mais aussi à l'église de l'Ancien Israël, comment elles se chevauchent et comment nous pouvons marcher à travers l'histoire de l'Ancien Israël. Nous pouvons voir l'histoire de l'église. Have I been muted? Alors, have you been able to hear so far? mon son a été coupé. Est-ce que vous avez été en mesure de... Oui, c'était les 5 dernières secondes. Il y a une petite erreur. Alors, Israël ancienne, c'était une théocratie, une combinaison de l'Église et de l'État. Et quand nous considérons sa chute, nous devons penser non seulement au recul de la religion, mais aussi à l'échec de l'État à pourvoir aux besoins du peuple pour mettre en œuvre le plan de Dieu. Ainsi, dans le pays glorieux, ils pourraient jouir de la vie, de la liberté, de la poursuite du bonheur. Il y avait des plans en place pour protéger le bien-être à la fois religieux et social pour le peuple. Nous avons parcouru cette histoire, puis nous sommes arrivés au nouveau pays glorieux et comment il a commencé à l'époque de Thyatire, ce qui nous a conduit jusqu'à 1798. Et nous avons vu qu'il y a eu 2 groupes de personnes au sein même du pays glorieux. Les deux avaient des motivations différentes. Alors, comment pouvons mettre ces 2 motifs différents en harmonie afin qu'il y ait une liberté religieuse, mais aussi une prospérité économique pour les habitants du pays glorieux. Ensuite, nous avons vu la séparation dans l'Église protestante, la division entre le protestantisme apostat et l'adventisme, les 10 et les 2. Rien de cela n'était nouveau pour nous. Et ensuite, nous avons avancé jusqu'à la Grande Dépression et nous avons examiné le New Deal ou la Nouvelle Donne qui a été utilisé pour amener le pays à sortir de la dépression et mettre en place des politiques économiques. La réponse au New Deal a été le néolibéralisme. Nous avons passé en révision le néolibéralisme. Il s'agit d'une idéologie politique et économique qui met l'accent sur les marchés libres, l'intervention minimale de l'État et la primauté des libertés entrepreneuriales individuelles. Elle est apparue à la fin du XXe siècle et s'est imposée grâce aux politiques de dirigeants tels que Margaret Thatcher au Royaume-Uni et Ronald Reagan aux États-Unis. Ces principes fondamentaux sont donc les marchés libres, des marchés ouverts et compétitifs pour permettre une croissance économique et la privatisation. Donc, c'est un moyen pour réduire les pour réduire les dépenses de l'État, une déréglementation aussi, réduire la surveillance gouvernementale dans l'industrie pour favoriser l'innovation et la compétitivité.
So that means Et, limit government et spending. aussi limiter les dépenses du gouvernement, particulièrement dans les domaines des programmes sociaux, de l'aide sociale, les filets de la sécurité sociale, parce qu'ils veulent réduire la dette du pays. And Et globalisation. aussi la mondialisation, promouvoir le libre-échange et les mouvements des capitaux à travers les frontières, intégrer donc les économies. So, we come to 1989. Nous arrivons en 1989. 1989. It's 1989, called a watershed moment regarding on neoliberalism. appelle, c'est un moment décisif en ce qui concerne le néolibéralisme. Il s'agit des politiques qui étaient à leur apogée dans les années 80 et 90, mais ce moment décisif s'est passé en 1989. That's better. Two things Deux happened. choses se sont produites en It was a 1989. pivotal year C'est une année in the charnière dans global entrenchment l'enracinement mondial du néolibéralisme, marqué par deux évolutions significatives. The first one is what is called Premier, the c'est ce Washington qu'on appelle Consensus. le consensus Washington. I might just. So when something's a watershed, it's the same as saying it's a turning point. Quand on dit un moment décisif, c'est comme un point tournant. C'est un morceau de terre Lots of water together. qui canalise beaucoup d'eau. Ainsi, vous avez une rivière. Donc, ça sera le bassin, ça sera, voilà, ça sera comme un canal pour l'eau. Donc, ce moment décisif est appelé ainsi pour le néolibéralisme. Le consensus de Washington, il a codifié la politique néolibérale. En 1989, un économiste britannique, John Williamson, a inventé le terme consensus de Washington pour décrire un ensemble de 10 prescriptions de politique économique qui avaient gagné le soutien des décideurs politiques à Washington, en particulier au sein d'institutions telles que le FMI, la Banque mondiale et le Trésor américain. Il y avait donc 3 principales institutions, le FMI, la Banque mondiale et le Trésor. Il y avait 10 disciplines fiscales, le gouvernement qui ne dépensait pas beaucoup, la réorganisation des priorités. Ils devaient donc changer leurs priorités sur ce que le gouvernement devait dépenser. Il y a aussi la réforme fiscale, la libération libéraliser donc le marché, le libre marché, libéraliser l'investissement étranger direct. Les pays extérieurs peuvent investir dans le pays, mettre un frein donc aux réglementations, privatisation, déréglementation et une sécurité juridique des droits de propriété. Ce document est devenu synonyme du néolibéralisme et il a été souvent été critiqué pour promouvoir le fondamentalisme du marché au détriment du bien-être social. Donc à l'époque, il a été critiqué, mais en général, il a été accepté par l'établissement, l'institution. C'est donc la première. C'était vraiment le moment décisif. C'était une rivière. Hein? L'autre rivière, c'était donc la chute du communisme.
qui a ouvert donc la porte au néolibéralisme. L'année 1989 a été témoin de l'effondrement des régimes communistes en Europe de l'Est qui a culminé avec la chute du mur de Berlin. Cette série d'événements a non seulement mis la fin à la guerre froide, mais également démantelé l'alternative idéologique du capitalisme, laissant le néolibéralisme comme le paradigme économique dominant. Après, de nombreux pays d'Europe de l'Est sont passés à l'économie de marché et ont souvent adopté des politiques néolibérales. Ces pays ont rapidement privatisé, déréglementé et intégré les marchés mondiaux. Tout cela s'est donc passé très rapidement. Alors, la convergence de ces deux événements en 89 a renforcé la domination mondiale du néolibéralisme. Et le consensus de Washington a fourni un modèle de réforme économique qui a été exporté vers les pays en développement du monde entier, souvent comme une condition pour l'obtention d'une aide financière. Si vous voulez de l'aide d'un pays occidental fort, il fallait donc adopter ces principes économiques. I didn't do that. Ou vous n'obtiendrez pas d'aide. Le vide idéologique laissé par la chute du communisme a permis aux idées néolibérales de se répandre sans contestation et d'influencer les décisions politiques sur tous les continents. En résumé, 1989 a marqué un point tournant. Elle a consacré le néolibéralisme comme l'idéologie économique mondiale dominante, qui a façonné les politiques des nations pendant des décennies. Alors, que font les démocrates avec le néolibéralisme? Et ils ont adopté ces politiques. Ça a été largement promu par Thatcher et Reagan, mais le Parti démocrate des États-Unis l'ont adopté à partir des années 1970 à 90. Ça a marqué un changement radical par rapport à l'époque du New Deal et du populisme économique. Il y a eu un tournant vers le néolibéralisme. Et il y a donc une faction au sein du Parti démocrate, souvent appelée les nouveaux démocrates. Ils ont commencé à adopter les principes néolibéraux. Ils se sont détournés des droits du travail et ont mis l'accent sur donc ils se sont détournés des droits du travail et de programmes d'aide sociale. Ils avaient l'habitude de mettre l'accent sur le droit des travailleurs et de la protection sociale et ils se sont détournés de ces principes. Ils ont plaidé pour des politiques qui donnaient la priorité à l'efficace économique, au marché, aux solutions basées sur le marché. Le président Bill Clinton et son administration ont vraiment incarné ce virage du Parti démocrate. Il a pris des décisions politiques importantes telles que l'accord du libre-échange nord-américain, une réforme de la protection une déréglementation financière, des décisions qui donnaient avantage à la mondialisation,
De même, l'administration de Barack Obama de 2009 à 2017 a poursuivi certaines de ces politiques néolibérales, même si ils ont aussi essayé de corriger certaines lacunes. J'ai déjà fait des études sur la façon dont Clinton a fait entrer la Chine dans l'Organisation mondiale du commerce en 2001. Et je ne vais pas y revenir aujourd'hui, mais ça serait intéressant d'y revenir, le choc chinois qui a résulté qui a eu un impact sur la montée en puissance de MAGA. Dans les dernières années, au sein du Parti démocrate, il y a eu beaucoup de disputes au sujet du néolibéralisme parce que les membres comprennent qu'il a contribué à la disparité économique et à l'inégalité. Alors pourquoi? Alors, qu'est-ce qui a mal tourné? J'aimerais partager avec vous je vais partager mon écran. En 2018, Jan Bremer du groupe Eurasia, vous vous souvenez de lui grâce aux articles du Media Broadcast sur les risques mondiaux qu'il publie chaque année. Il a écrit un livre intitulé Us versus Them, l'échec du globalisme. Ça a été écrit en 2018. Nous allons lire une partie de ce livre, un extrait. And we'll just start with there's just a couple of paragraphs from the introduction. Il y a quelques paragraphes de l'introduction que j'aimerais partager avec vous. Il dit. Oh, you can't. We've just got like a Google search with Amazon Kindle and Kindle Library. Yeah. Oh. Oh, and I think I've lost it now. Have I? Je crois que je l'ai perdu. On the right screen to share. I don't know. Maybe I didn't. Can you see this? Vous pouvez le voir. Thanks. Does that show? Est-ce que vous le voyez, l'introduction à l'écran? This is them, yeah. That's right. Oh, good. Ok. Thank you. Merci. Why do Palestinians Alors, pourquoi les Palestiniens improve their lives? lancent-ils des pierres pour attirer l'attention, pour améliorer leur vie, pour progresser vers la création d'un État palestinien? Ils jettent des pierres parce qu'ils veulent que les autres voient qu'ils en ont assez, That they can't be qu'ils ne peuvent pas être ignorés, qu'ils peuvent tout casser. Voting isn't helping them. Le vote ne les aide pas, Outsiders don't care. les étrangers s'en moquent. Où sont les possibilités de changement? Il ne reste plus qu'à jeter des pierres. En ce sens, il y aura bientôt des Palestiniens dans le monde entier. Des travailleurs partout craignent de perdre leur emploi et leur salaire car l'évolution de l'économie mondiale et les changements en technologie les laissent derrière sur le carreau. Les citoyens craignent de voir déferler des vagues d'étrangers qui modifient leur visage et la voix du pays. Ils savent qu'ils craignent les terroristes et les criminels qui tuent pour des raisons que personne ne peut comprendre. Ils craignent que le gouvernement ne puisse pas ou ne veuille pas les protéger. Ils sont pris d'angoisse, ils se mettent en colère
pour se faire voir, entendre et sentir, et se faire entendre, ils commencent à jeter des pierres. C'est alors que l'appel à l'aide est entendu. Donald Trump déclare à une foule enthousiaste qu'il voit leur ennemi, et qu'il est le seul à pouvoir les ramener sur le pays glorieux. Les sénateurs Elizabeth Warren et Bernie Sanders expliquent aux fans en liesse que les grandes entreprises et les banques de Wall Street les volent. Les partisans du Brexit expliquent aux électeurs qu'ils doivent récupérer les frontières de la Grande-Bretagne et rejeter les lois et les règles imposées par les Européens. Les populistes européens disent à leurs partisans qu'ils mèneront la charge des patriotes contre les étrangers et les mondialistes. Ces leaders ne soutiennent pas que le gouvernement devrait être plus grand ou plus petit, qu'il devrait taxer moins et dépenser plus. Ils contestent le droit des élites à établir des règles qui régissent les vies. Ils disent aux citoyens qu'on leur a volé leur chance de réussite et que les médias sont dans le coup. Ils promettent de réconforter les affligés, d'affliger les confortables et de brûler les maisons du pouvoir. Nous pouvons attaquer ces populistes, nous moquer d'eux ou les rejeter. Mais ils savent quelque chose d'important sur les gens auxquels ils s'adressent. Ils comprennent que beaucoup de gens croient que la mondialisation et le mondialisme les a laissés tomber. Ces futurs dirigeants ont le talent de tracer des frontières entre les gens. Ils proposent une vision convaincante de la division entre nous et eux, entre le citoyen digne de nom qui se bat pour ses droits et le voleur qui a droit ou qui s'empare de l'argent. Selon le pays et le moment, eux peuvent, ce qui veut dire les riches ou les pauvres, les étrangers ou les minorités religieuses ou raciales ou ethniques. Ça peut être aussi des partisans d'un parti politique rival ou des personnes vivant dans une autre partie du pays. Ça peut s'agir aussi des politiciens, de banquiers ou de journalistes. Quoi qu'il en soit, c'est un outil politique qui a fait ses preuves. Ce que Yann Bremer veut nous faire comprendre dans ce livre, c'est quelles sont les racines des frustrations des gens. Il est évident que les pierres ne résolvent pas le problème, mais il veut chercher à savoir quel est le problème. Comment? Vous savez, qu'est-ce qui a fait que ces personnes ont été mises de côté? Je vais lire à partir d'ici. En tant que jeune adulte, le rêve américain était enveloppé dans un paquet de mondialisme, une croyance de l'interdépendance universelle et l'échange international qui semblait offrir des voies vers la prospérité à la fois pour le garçon pauvre que j'étais, pour l'homme prospère que j'espérais devenir. Le mondialisme semblait être le choix généreux. C'est le jeu que tout le monde peut gagner. Adopter le capitalisme, abaisser les murs, construisez plus haut et développer. Les personnes qui ont réussi ou qui pensent qu'elles auront une chance sont attirées vers le mondialisme. J'y ai consacré ma vie professionnelle. Pourquoi ne pas le faire? Le système a fonctionné pour moi et a permis à des centaines de millions de personnes dans le monde de sortir de la pauvreté. Pourquoi ne pourrait-il pas un jour fonctionner pour tout le monde? Il ne l'a pas fait et il ne l'a pas fait. Et ensuite, il poursuit en évoquant une émeute qui s'est produite en 1999 à l'OMC. Il s'agissait du départ d'une émeute pacifique, puis elle est devenue très violente. En 2008, des années de déréglementation, de mauvaise foi, de mauvais paris ont entraîné la chute de certaines des grandes banques C'était une onde de choc dans le monde. Donc, les banquiers ont craint. Cette année, le Forum économique mondial de Davos était fascinant. Personne ne savait à quel point les choses allaient se dégrader pour l'économie mondiale.
Mais les plans de sauvetage des banques ont stabilisé les marchés. Les dirigeants chinois ont injecté des milliards pour faire tourner le moteur économique de la Chine. Les élites mondiales sont retournées aux efforts et les occupants de Wall Street sont rentrés chez eux. L'année 2008 a été une mini-éruption. Mais c'était aussi un signe avant-coureur de ce qui allait se passer. Les révolutions avortées du monde arabe ont attiré notre attention et la crise des réfugiés qu'elles ont déclenchée les a rapprochés de notre pays. Mais ce n'est que lorsque la Grande-Bretagne a voté en faveur de la sortie de l'Union européenne que la mise en accusation d'une mondialisation est devenue évidente. C'est alors que Donald Trump a été élu président des États-Unis. Aujourd'hui, le mot d'ordre est l'inégalité. Nous avons toujours su que le monde restait injuste. Mais la plupart des élites mondiales croyaient, avec de nombreuses preuves à l'appui, que le mondialisme était la solution et non le problème. Mais tandis que les élites se réunissent pour débattre, de plus en plus de personnes se sentent frustrées. Je vais m'arrêter là. C'est Ian Bremmer du groupe Eurasia Group. C'est un nom avec lequel on est familier maintenant. Son livre de 2018. Il y a donc plus d'histoires que j'aimerais partager, mais je ne l'ai pas encore lu en entier. Le temps n'est pas mon ami, mais je veux juste montrer que la mondialisation et les politiques néolibérales ont laissé tomber les gens. Pourquoi la mondialisation a-t-elle échoué? La mondialisation est un processus qui consiste à accroître l'interconnexion mondiale. Elle a entraîné une croissance économique considérable. Elle a permis à de nombreuses personnes de sortir de la pauvreté. La mondialisation a permis à la majorité de la population chinoise de sortir de la pauvreté. Elle a permis à l'industrie chinoise de se développer, de donner du travail aux gens et de créer une classe moyenne importante. On peut donc observer ce phénomène dans un certain nombre de pays à travers le monde. Mais il y a quelques raisons qui expliquent les critiques dont il fait l'objet aujourd'hui. Pourquoi ça a échoué? Si la mondialisation a généré des richesses, ces richesses n'ont pas été réparties équitablement entre les pays en développement. En Occident, les classes moyennes et les populaires ont connu des pertes d'emplois et une stagnation des salaires. Leurs salaires n'ont pas été augmentés et les possibilités d'emploi ont diminué. Et ça, c'est en Occident. Cela conduit à un sentiment de... les gens se sont sentis exclus économiquement. Et c'est une grande partie de la population. Elle a entraîné des changements culturels rapides, une augmentation de l'immigration. La mondialisation est associée à une augmentation de l'immigration. Cela conduit les gens à craindre pour leur identité nationale et leur cohésion sociale. Et ces craintes sont exploitées par des personnalités politiques telles que Donald Trump, Marine Le Pen, ce qui favorise l'émergence d'une mentalité nous contre eux qui aggrave les divisions sociales. La mondialisation a accéléré la consommation de ressources limitées et a accru
la dégradation de l'environnement, parce que l'accent est mis sur la production de masse, le consumérisme. Les émissions de carbone sont donc plus importantes. Les ressources s'épuisent et bien sûr, ça suscite des inquiétudes. La mondialisation a sapé les institutions démocratiques parce qu'elle donne du pouvoir aux multinationales au détriment de la souveraineté nationale. On peut le voir avec ce qui s'est passé dans la Silicon Valley, le pouvoir que ces multinationales ont sur les pays et la démocratie. Cela a conduit à des décisions politiques qui donnent la priorité aux intérêts des entreprises plutôt qu'à ceux de la population. La mondialisation, en raison des craintes et des échecs en lien avec la mondialisation, ça a alimenté les mouvements populistes et nationalistes dans le monde entier. Ces mouvements capitalisent sur le ressentiment du public à l'égard des élites et sur les menaces perçues de la mondialisation, ce qui a conduit à une polarisation politique accrue. On voit la polarisation. I don't think it matters what country you're in, but it's very prominent in the United States. C'est quelque chose qui est très important aux États-Unis, mais aussi dans d'autres pays, cette polarisation politique. Si la mondialisation a permis de réaliser des progrès considérables en matière d'économie et de richesse, mais elle a aussi également engendré des inégalités économiques, des tensions culturelles, des préoccupations environnementales et une instabilité politique. Il y a une large réévaluation du néolibéralisme et comment ça a été mis en pratique. Alors, comment cela aboutit au mouvement MAGA? Sorry, just notes are all over. Mes notes sont un peu partout. So, MAGA and MAGA et what's the tension between MAGA? Quelle est la tension entre MAGA et la mondialisation? Okay, so the MAGA movement, Make America Great. Alors, le mouvement MAGA, rendra l'Amérique sa grandeur, qui est associé avec Donald Trump, ne s'aligne pas parfaitement sur le néolibéralisme. Il revendique la liberté des marchés, mais MAGA est séparé quand il est question du nationalisme économique, le protectionnisme et le scepticisme à l'égard de la mondialisation. MAGA craint donc la mondialisation, même s'il croit au marché libre et à un petit gouvernement, mais il est plus nationaliste. Alors, en ce qui concerne le commerce et la mondialisation, le néolibéralisme promeut le libre-échange, l'intégration économique mondiale, et MAGA, lui, est axé sur la renégociation des accords commerciaux. Et c'est ce qu'on voit, ce que Trump fait par rapport aux droits de douane et donner la priorité aux industries nationales
Et c'est l'actualité, hein, l'actualité de cette année avec les droits de douane pour ramener plus d'emplois industriels aux États-Unis. C'est la théorie, hein. C'est ce qui est différent du néolibéralisme. Le néolibéralisme préconise une ingérence minimale du gouvernement dans les marchés alors que MAGA soutient les actions sélectives du gouvernement. Mais pas pour l'aide sociale, hein, mais pour prioriser les industries nationales. Alors donner de l'argent aux milliardaires de la Silicon Valley pour soutenir leur industrie, cela ne nous dérange pas. On dépense l'argent pour ces choses, pour l'industrie, le business, mais pas pour la protection sociale. Tant que ces entreprises travaillent à la réalisation d'objectifs nationaux pour construire le pays et non pas pour des intérêts mondiaux. Le néolibéralisme soutient souvent des politiques d'immigration plus ouvertes parce qu'elle a besoin de main-d'œuvre. Donc il faut avoir de la flexibilité pour faire entrer les travailleurs dans le pays afin qu'ils puissent travailler dans différents domaines. Le mouvement MAGA, lui, veut un contrôle strict de l'immigration. Il considère ce contrôle comme essentiel à la sécurité nationale et à la stabilité économique. Donc les immigrés sont dangereux et en plus ils prennent nos emplois, ils remplissent nos universités. C'est pourquoi nos concitoyens ne peuvent pas entrer dans les universités. C'est pourquoi on voit toutes ces guerres en ce moment sur ces sujets. Le néolibéralisme a tendance à se concentrer sur l'efficacité économique et l'individualisme en minimisant souvent l'identité nationale. MAGA met l'accent sur le nationalisme américain, les valeurs traditionnelles et le conservatisme culturel. Donc, je suppose que le néolibéralisme est plus axé sur l'économie, l'État, la richesse de l'État. MAGA, vous pouvez voir qu'il s'agit davantage de leur religion, leur culture, leur identité. Et c'est là, et c'est un autre endroit là où il y a un affrontement, quoi. Alors que le mouvement MAGA incorpore certains éléments qu'on retrouve dans les politiques économiques néolibérales, telles que les réductions d'impôts et des réglementations, sa philosophie de base s'éloigne du néolibéralisme en mettant l'accent sur le nationalisme économique, le protectionnisme et une forte identité nationale. MAGA propose un cadre alternatif qui remet en question les principes mondialistes et de libre marché qui sont au cœur de la pensée néolibérale. En gros, le néolibéralisme a apporté de la richesse, mais seulement de la richesse mais pas pour l'ensemble de la population. Des emplois ont été perdus, ça a créé de la peur. Et surtout l'intervention du gouvernement dans la crise financière de 2008. C'est ainsi qu'a commencé la montée du Tea Party qui a été, je suppose, les racines du mouvement MAGA. Vous avez des gens qui ont été mis de côté, ont été déçus par le système et quelqu'un est arrivé, Donald Trump, Marine Le Pen, Viktor Orban, qui dit je comprends vos problèmes, je suis le seul qui peut vous aider. Et les gens demandent un roi et ils ne comprennent pas ce qu'ils demandent et ce qu'ils obtiennent va les placer dans une situation pire que celle dans laquelle ils se trouvaient déjà. Nous pouvons donc comprendre d'où viennent les gens de MAGA, ce qui les a laissés tomber, ce qui les a laissés tomber.
n'était pas uniquement le travail du septième royaume, mais aussi le travail du sixième royaume. Maintenant, quand nous disons le septième, ça ne signifie pas seulement le parti républicain, le sixième ne signifie pas simplement le parti démocrate. La bombe, non, Yann Brammer a cité Bernie Sanders. Elizabeth Warren. Elizabeth Warren a fait également partie de ces faiseurs de peur. Il ne s'agit pas seulement d'une question de parti politique. Les erreurs sont sur les deux côtés et les deux extrêmes. Quand nous avons eu les vêpres en 2022, nous avons appris le paléoconservatisme et le néoconservateur. Il y a aussi un aspect économique que nous voyons dans le néolibéralisme. Il s'agit d'une réponse réactionnaire au New Deal. Le New Deal, bien qu'imparfait, s'il avait été mis en pratique avec l'ère des droits civils, aurait créé un pays glorieux pour que les gens puissent avoir la vie, la liberté, la poursuite du bonheur. Mais nous le voyons en 89. Acte 27 nous donne l'histoire du sixième royaume. Les États-Unis et l'adventisme qui devaient être les protecteurs et les défenseurs du peuple de Dieu. Et en 1989, nous assistons à l'échec de ce navire à protéger et à défendre avec les politiques économiques mises en place non seulement par les républicains mais aussi par les démocrates et le rejet des politiques du New Deal. Ce qui a fini par provoquer la crise financière de 2008 qui, je crois, est un signe avant-coureur des choses à venir. Quand nous pensons à l'effondrement de ce système, il sera un effondrement économique. Et la montée de ces mouvements est due au fait que les gens ont été déçus et n'ont pas été protégés par ceux qui ont été mis en place pour les représenter. C'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Je m'attendais à être interprété. Donc quand vous avez quelqu'un qui interprète, on perd la moitié du matériel. Donc là, si vous avez des questions ou des commentaires, c'est le moment. Okay, thank you. Elder Terry, can you hear me? Est-ce que tu m'entends, l'ancienne Terry? Okay, thank you. I just want to understand the economic framework of how J'aimerais comprendre le cadre économique, between neoliberalism les tarifs douaniers, comment fonctionnent les tarifs douaniers entre le néolibéralisme et MAGA, parce que si nous revenons au New Deal, je pense que le président de l'époque a simplement déclenché les tarifs douaniers sur un contexte économique sain à des fins d'égalité. Mais
En ce qui concerne le néolibéralisme, c'est une réaction au New Deal. Comment aborde-t-il, vous savez, la question des tarifs par rapport au mouvement MAGA? Alors, le néolibéralisme, il y avait des droits de douane, certains, mais la façon dont Clinton l'a mis en place, c'était d'avoir des marchés libres pour que toutes ces barrières puissent être supprimées. Les droits de douane ont leur place, mais si vous regardez les droits de douane qui ont été mis en place, c'était 3%. Ils n'étaient pas très importants. Mais avec la dépression, il s'agissait d'une tentative de protéger l'économie à l'époque. Ces choses devaient être donc flexibles. Ce n'est pas que les droits de douane soient mauvais, c'est l'usage. Et nous pouvons donc constater que même un marché libre sans tarif, sans droit de douane, pardon, peut entraîner aussi des inégalités. Parce que les pays du Sud n'en bénéficient pas. Les riches s'enrichissent et les pauvres s'appauvrissent. Je ne suis pas une spécialiste de sciences politiques. Je ne prétends pas maîtriser parfaitement toutes ces politiques économiques. Ce que je comprends, c'est que par exemple, comme vous l'avez dit, les droits de douane ne sont pas mauvais. Par exemple, les gouvernements les utilisent pour collecter des revenus à des fins de restriction et et d'après votre explication, je pense que le néolibéralisme en partie l'utilise au moins à bon escient, c'est-à-dire pour collecter des revenus et mettre des restrictions, mais je pense aussi pour un but réciproque, le mouvement MAGA travaille là-dessus aussi. Pour protéger leur propre marché et non pas pour s'isoler. C'est pourquoi j'ai essayé de voir comment le néolibéralisme et le mouvement MAGA abordent l'idée des droits de douane et aussi du nouveau deal. Le mondialisme aurait fini par instaurer une économie de marché totalement libre. C'est ce que certains voulaient. Et je suppose que la réaction contre cela ce protectionnisme insulaire qui est vraiment très exagéré. Merci. Hello, Terry. Ancienne Terry, bonjour. Yeah, Est-ce qu'il y a une relation de cause à effet entre le néolibéralisme et MAGA? Ou s'agit-il simplement d'une croissance? Oui, je pense que MAGA est certainement une cause et un effet de la mondialisation. Et les politiques néolibérales qui promeuvent la mondialisation ont largement échoué dans le monde en ce qui concerne l'égalité. Je pense que le vrai mot d'ordre ici est l'égalité. Ça n'a pas apporté l'égalité mondiale. Même dans certains pays où il y a eu des riches qui ont bénéficié, le fossé entre les classes est énorme. Ce que tu veux dire, c'est que lorsque nous voyons le néolibéralisme, nous ne voyons qu'une facette économique, mais quand on parle de MAGA, cela englobe tout le style de vie, tout ce qui est rassemblé dans un seul accord. Am I getting you right? Could you just say that again? Sorry, it's cold. Est-ce que tu peux le redire? Désolé.
Ce que je dis, quand nous avons le néolibéralisme, nous n'avons pas que la partie économique, mais quand on arrive à MAGA, ça englobe tout, c'est comme un paquet complet. Est-ce que c'est ce dont on parle? Oui, c'est qu'un aspect. Parce que MAGA est le nouveau parti républicain. C'est la combinaison de l'Église et de l'État. Il y a des tensions culturelles, religieuses, des tensions qui sont en jeu. Et il y a une disparité économique. Je pense que ça se met ensemble. Vous savez, les racines de MAGA sont le Tea Party, qui était une réaction économique, un soulèvement des gens en raison de la crise financière de 2008 et la réaction du gouvernement à cette crise. Et le Tea Party s'est transformé en MAGA. Parce que j'ai l'impression que nous avons diminué le rôle du Parti démocrate qui a joué dans cette affaire. Parce que le Parti démocrate a beaucoup à voir avec ce qui se passe en ce moment. Nous sommes tellement concentrés sur le Parti républicain, mais le Parti démocrate a joué un rôle très important dans ce qui se passe. C'est pour ça que quand nous disons le sixième royaume comprend à la fois le parti républicain et le parti démocrate, est-ce bien ce que vous dites? Non. Non, non. Je dis simplement que le sixième royaume est en faute aussi. Il a échoué. Tout comme le royaume du Sud a échoué. Quand nous pensons que le sixième royaume est bon, je pense que ma tentative ici était de montrer les raisons pour lesquelles le sixième royaume a échoué dans la protection et dans la défense du peuple. Tu peux répéter? Il n'a pas rempli sa fonction. Oui, c'est ça. D'accord. Je vous remercie. Thanks. I think there were a number of hands up. Il y a un certain nombre de mains levées. I think the last one who asked the question, I think he's satisfied if I understood correctly. J'ai compris la personne. To add a bit more, Elder Terry. J'ai l'impression, bon, la personne qui a posé la question est satisfaite, mais j'ai l'impression que tu veux ajouter un peu plus. Je me rappelle plus de ce que je voulais dire. If it comes up again, maybe si ça revient, tu pourrais l'introduire. Il y a Denis, plus Titus, plus Léonard. Si vous avez des questions, veuillez lever la main. Pour que... Alors, Denis. Merci. J'ai deux questions. La première étant liée à la dernière personne qui a parlé, mais je vais la poser parce que je n'ai pas tout bien compris. Quand tu as commencé les classes, tu as montré l'échec du sixième royaume et ensuite tu nous as amenés dans la perspective de l'économie. Tu as parlé du globalisme, du mondialisation, puis du MAGA profond et tu as essayé de démontrer que le néolibéralisme est ce qui a abouti à un MAGA profond. J'ai donc essayé de réfléchir parce que nous associons le mondialisme à la caractéristique du sixième royaume et peut-être que dans d'autres études, dans d'autres perspectives, nous voyons le mondialisme comme étant une bonne chose. Et ici, tu essaies de démontrer que les mêmes caractéristiques que le sixième royaume ont, est en fait une bonne chose et en fait ce qui a conduit au MAGA profond. Donc ma question est donc la suivante. Quel est donc l'échec du sixième royaume? Est-ce que c'est le fait d'avoir apporté un modèle mondialiste qui a mal fonctionné, comme s'il n'a pas répondu aux attentes, ou est-ce l'échec du sixième royaume d'apporter un modèle qui a abouti à un MAGA profond? J'ai juste besoin de cette clarté parce qu'il me semble que vous montrez qu'il y a des différences avec le mondialisme et MAGA, mais dans cette étude, il semble mener à une mauvaise chose. Oui, selon Ian Bremmer, et je pense que l'histoire s'accorde à dire que la mondialisation a échoué. Il y a une différence entre le mondialisme et la mondialisation. Le mondialisme
is the theory, C'est la théorie, hein. the philosophy. La philosophie, Globalization la mondialisation, is the practice, c'est la pratique. how it's implemented. Comment elle est mise en pratique. So, So the theory is correct, but the way they are Donc la practicing théorie it est is correcte, where mais the c'est la problem. That's façon what you are dont saying. ils l'ont mise en pratique qui a posé problème. C'est ce que vous dites. Oui, ça sonnait bien. C'est comme sorry, unipolar and multipolar. vous savez, quand on parle de unipolaire et multipolaire, l'unipolaire est mauvais et multipolaire est bien. Nous pensons que multipolaire et nous pensons à la mondialisation, mais d'une certaine manière ou d'une autre, ça n'a pas fonctionné. Elle a échoué. It has failed people, Elle a échoué. Les gens, poor. les pauvres, les individus. So the days are gone when the young people today L'époque est révolue où les jeunes gens aujourd'hui peuvent acheter des biens immobiliers. On ne peut pas entrer sur le marché immobilier. The people of the 70s, Les gens des années 70 et 80 ont bénéficié de la mondialisation. Ils ont bénéficié de toutes ces politiques. Et puis, à partir de 2008, il n'y a eu aucun avantage. En fait, jusqu'à 2000, la bulle a éclaté. Et les gens ont de plus de mal à progresser. Mais les personnes des années 80-90 ont pris de l'avance. Elles ont eu leur retraite. Elles ont eu leur investissement dans leur propriété. Et il y a beaucoup plus de millionnaires et de milliardaires qu'il n'y en avait jamais eu, mais il y a un si petit pourcentage. Ils représentent un si petit pourcentage de la population. La majorité de la population ne peut pas s'en sortir, même s'ils travaillent dur. Tout ça, c'est révolu et c'est ce que ressent Madia. C'est ce qui a motivé Maga. J'aurais voulu l'expliquer plus clairement comment il a échoué. Mais c'est ce qu'il a fait. Il a échoué. Il aurait pu fonctionner. Quels sont donc les mécanismes qui auraient pu fonctionner? Je crois que je dois lire le reste du livre. Okay. Okay. So Et my second question, which is the last. ma deuxième question, qui est la dernière, était basée sur ta première classe. Tu as essayé de nous amener à travers de l'histoire des églises. Et j'ai vu le parallèle de l'interne et de l'externe. Vous avez aussi parlé des institutions que vous avez mentionnées à propos de Daniel 2 et d'Acte 27. Donc, ce qui me venait à l'esprit, c'est quand vous avez parlé de l'échec du sixième royaume, j'ai pris dans la perspective de l'externe, l'institution externe qui est les États-Unis. Je pensais aussi, pouvons-nous avoir des réflexions sur quel est l'échec de l'échec interne de l'adventisme. En plus, nous connaissons que le vœu dit que les adventistes sont toujours Laodicée. Ils ne deviendront jamais Babylone. Mais en fait, ce que nous voyons maintenant, c'est que les adventistes ont exactement la même vision du monde que le protestantisme aux États-Unis. Alors, comment pouvons-nous argumenter cela? Dirons-nous que la vision du monde qu'ont les adventistes sur la culture, l'inégalité et le patriarcat est toujours l'Odyssée, ou alors comment l'appellerions-nous? Comment cette description? Est-ce Babylone ou l'Odyssée? C'est l'Odyssée. Jérusalem ne peut pas être Babylone et Babylone ne peut pas être Jérusalem. Ce sont deux villes différentes. Mais Jérusalem peut être en captivité en Babylone. Babylone peut la contrôler. Donc en gros, quand vous arrivez là, l'église est en captivité, qu'elle s'appelle l'Odyssée ou Thyatire,
comme je l'ai aligné auparavant, they're the same condition. ils sont dans la même condition. You get to 1989, Quand nous arrivons en 1989 et ce que le bateau décide de faire, il décide de rester dans la mort. Adramitium, I shall abide in death. Oui, 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 Adramitium reste dans la mort. Donc, Laodicée est dans une condition semblable à la mort parce elle est endormie. Elle reste dans la mort, dans le sommeil. Donc, au bout de 126 ans, les 4 insectes destructeurs de Joël ont fait leur travail. On arrive en 89, il ne reste plus rien. Et je crois que je l'ai dit la semaine dernière, je crois que c'est une étude de la semaine dernière. Je peux le dire parce que la personne ne regarde pas, mais je suis en train d'emmener une personne à travers les vœux qui est très nouvelle dans ce mouvement. Elle a été élevée dans l'adventisme. Un adventiste né et élevé dans l'adventisme, c'est la chose la plus difficile que j'ai jamais eu à faire. Il ne sait rien. Quand nous disons tout, vous savez, tout a été rongé. L'adventisme de base est perdu. Les choses basiques, il nous faut expliquer à une personne qui a été élevée dans l'adventisme. L'Église a laissé tomber les gens. Elle n'a pas nourri les gens. Pendant les 126 ans, les efforts se sont portés sur les séminaires de théologie afin d'avoir une élite de théologiens qui détiennent les clés de ces vérités. Et puis, il y a tous les populistes qui disent qu'ils n'ont pas besoin de savoir, qu'ils n'ont pas besoin de regarder. On n'a qu'à tourner les yeux à Jésus. Quoi que cela signifie, vous allez dans une église adventiste, je n'en suis pas allé depuis des années, mais l'église a laissé tomber les gens. Il ne s'agit pas d'économie, mais il est question de richesse, la richesse de la vérité. Donc en 89, l'église continue dans son sommeil de mort. Mais ce n'est pas Babylone. Et je pense que vous vous souvenez l'ancien Jeff, ce que l'ancien Jeff disait, l'Odyssée dans une situation pire que Babylone à cause de la lumière qu'elle a reçue. Et quand vous regardez à l'histoire de la destruction de Jérusalem, oui, vous pourriez aussi voir qu'ils ont été élevés à Babylone. Est-ce que cela aide? Oui, je vous remercie. On a Léonard? Yes, Elder. Oui, bon sabbat, ancienne Thierry. Now, in regards to MAGA. En ce qui concerne MAGA, dans les études passées, vous avez dit que MAGA est divisé en deux, MAGA profond et sombre. Est-il possible de dire qu'une loi nationale du dimanche, nous avons les MAGA sombres en jeu, qui est le trumpisme, et à l'approche de la loi du dimanche mondiale, c'est le MAGA profond qui prend le contrôle, c'est-à-dire le fascisme. Le MAGA sombre n'est pas le trumpisme. Le trumpisme est le nouveau parti républicain. C'est ce que nous pourrions appeler l'État. MAGA est divisé. MAGA n'est pas toujours en accord entre eux. Quand nous pensons MAGA, repensez au camp meeting international français. Nous avons donc le catholicisme, le protestantisme, le Barstool. Vous avez tous ces ismes. Ils sont divisés. Tout ce qui les unit, c'est Trump. Vous enlevez Trump et tout s'écroule. Trump est donc l'unificateur. C'est lui le roi. C'est lui qui va tout arranger pour eux. J'ai fait une étude la semaine dernière pour montrer qu'il est le commandant en chef. J.D. Vance est, selon le Politico Magazine, est le communicateur en chef. J.D. Vance est l'idéologue. Il est la manifestation de MAGA.
Trump is just king over the whole Bangladesh. Et Trump est juste le roi de tout cela. Dark and Deep Oui, are the MAGA, divisions within MAGA. Deep et Dark, And then you've got the c'est, new Republican Party. pardon, ce sont les divisions au sein de MAGA. You've Et got ensuite, vous avez le nouveau parti républicain. Bien sûr, il y a des sénateurs, des représentants qui sont aussi des personnes, des gens de MAGA. Et il y a des gens de MAGA aussi qui sont dans la politique. Il y a un mélange des deux. C'est vraiment une combinaison de l'Église et de l'État. Et ce que nous avons fait, c'est que nous l'avons divisé pour que nous puissions voir la relation entre l'Église et l'État. Nous pouvons voir la religion et nous pouvons voir aussi la bête. Nous pouvons voir le nouveau parti républicain. Mais je n'appellerai pas le MAGA profond le Trumpisme. Il s'agit d'une division au sein de MAGA. Le MAGA dark ou sombre sont aussi enracinés dans le MAGA autant que les MAGA profonds. Mais les MAGA profonds va vous ramener en 2012-2014 et le MAGA dark ou sombre vous ramène en 2021. Est-ce que cela vous aide? Now, a second one. Une deuxième question. The fifth kingdom. Quand nous étudions le cinquième royaume, See that when you read Revelation 13:5, quand nous lisons Apocalypse 13:5, is given power and a mouth. elle lui donne le pouvoir et quand vous allez au septième royaume, vous voyez aussi qu'elle a le pouvoir. Quel est ce pouvoir et comment est-il acquis et d'une manière providentielle, ce pouvoir dont il est fait mention? Quand le pouvoir a été donné à la papauté, corrigez-moi si je me trompe, mais c'était les armées de Clovis. L'Église a donc obtenu le pouvoir de l'État. Donc les politiques de MAGA peuvent être mises en pratique par le gouvernement. Est-ce que c'est ce que tu veux dire? Est-ce que c'est ce que tu recherches? Can you repeat, please? Est-ce que tu peux répéter? I'll just go to Revelation 13 because power, seat and great authority is. Allons à Apocalypse 13 parce que le siège, le pouvoir et la grande autorité sont donnés par qui à qui? Je vais regarder. Okay, so the dragon. So the dragon is state power. Le dragon, c'est le pouvoir d'État. L'État donne à l'Église le pouvoir, le siège et une grande autorité. Je pense que c'est ce que le Parti républicain a fait à MAGA. Ce n'était qu'un mouvement et maintenant il est au contrôle du gouvernement. Si vous regardez à la politique du parti qui a voté le 15 juillet lors de la CNR en 2024, elle s'appelle en fait Make America Great Again politique. La plateforme du parti MAGA, Make America Great Again. C'est le programme du parti et il a le pouvoir, il a le siège, il a le pouvoir exécutif, il a la grande autorité de l'exécutif. Et j'inclurai également les tribunaux et le congrès dans cette liste. Il a tout, en fait. Est-ce que ça va? Okay. Thank you. No worries.
If you're looking for something more there, I'm not sure what. Si vous cherchez quelque chose de plus, je ne suis pas trop So, sûre de quoi, mais il y a peut-être autre chose. Hein. Titus, Happy Sabbath. donc Elder bon everyone. sabbat, ancienne Thierry et tout le Yeah, monde. when you spoke about neoliberalism, I Quand vous parlez du néolibéralisme, je me suis versé de la classe des Vêpres en 2022, les paléoconservateurs, and their freedom, their ideology rooted in freedom. So, oui, l'idéologie enracinée dans la liberté. Donc, mon commentaire, quand vous parlez du néolibéralisme, je me suis souvenu des nombreux programmes dans le monde qui ont été adoptés à la suite du néolibéralisme pour éradiquer les problèmes, éradiquer la pauvreté. Je travaillais dans une institution de microfinance. On les trouve surtout dans les pays en développement, comme notre pays, le Kenya. Le modèle était basé sur le néolibéralisme. Il a été créé dans les années 70 et 80 pour aider les pays en développement à sortir de la pauvreté. Et ils ont dit, nous n'avons pas besoin d'utiliser beaucoup d'argent comme les gouvernements dans les pays développés. Nous pouvons simplement éradiquer la pauvreté en établissant des institutions pour accorder des crédits, des programmes comme celui qui a consisté à accorder des prêts aux pauvres. Donc, ces institutions à aider les pauvres en leur donnant des prêts pour qu'ils puissent sortir de la pauvreté. Mais le problème, c'est lorsque je travaillais dans cette institution, 90% du temps, ça ne marchait pas parce que ces institutions ne sont pas réglementées. Elles accordent ce genre de prêts surtout aux femmes dans les zones rurales qui sont pauvres. Les taux d'intérêt sont élevés, ce qui ne fait qu'aggraver la pauvreté de ces personnes. Je me souviens que le fondateur de la microfinance a été récompensé par Obama, qui est démocrate. Il a reçu le prix Nobel de la paix. Et 50 ans plus tard, en 2025, cela ne fonctionne pas. Et même de nombreuses personnes ici dans le groupe savent que ces institutions, les femmes de la microfinance, et c'est qu'on fixe les biens de ces femmes parce que elles-mêmes, elles blâment ces institutions qui a causé leur propre pauvreté. Hein. De nombreux problèmes dans le monde sont des problèmes structurels. C'est le patriarcat. Il faut vraiment des solutions structurelles avec de bonnes institutions. Mais le néolibéralisme, comme je l'ai dit, est la vraie cause des problèmes dans le monde et même de la montée de MAGA. Merci, Tatus. Et Obama a essayé d'apporter quelques réformes pour revenir sur certaines des politiques antérieures, mais ce n'était pas suffisant. Et après, ils ont été obligés d'aider les banques. Oui, pousser cette politique à travers le monde a eu des effets négatifs. Merci d'avoir partagé. On a une autre main. Snyder, Machoge. Oui, Schneider. Schneider? I see Grace here too. I think if Grace, if you've written to me and I haven't answered, I haven't forgotten you. Donc, Grace, je vois aussi. I actually pulled your message up the other day. I want to thank you very much for it, what you sent me. Je tiens à vous remercier pour ce que vous m'avez envoyé. Je vous répondrai, Grace. Okay, thank you. It's Roger speaking through Schneider. C'est Roger qui parle par l'intermédiaire de Schneider. So I wanted just to do some follow-up. So you said Je voulais faire un suivi. Vous avez dit que le néolibéralisme était une réaction au New Deal. C'est bien ça?
Yes, but don't hold me to that. Oui, mais ne me tenez pas à rigueur de ce terme. So it was a reaction to the New Deal. C'était une réaction au New Deal. You know, call it reactionary. Si on peut vraiment l'appeler réactionnaire dans la définition stricte du terme, je n'en suis pas sûre, mais I think that's right. mais je pense que c'est correct. Mais c'était une réaction au New Deal. Les gens n'étaient pas contents. The neoliberalism has Le néolibéralisme a conduit à un type de mondialisation qui a I échoué. think that's what you have said. Je pense que c'est ce que So, vous is it dites. correct to say Est-il correct de dire that the sixth que kingdom le sixième royaume should have really followed all aurait the dû New Deal poursuivre les policies, politiques du New and that New Deal Deal policies et que were ces there to politiques bring auraient conduit à une sorte de globalization mondialisation qui aurait and réussi bring equality et apporter and prosperity. l'égalité, la prospérité aux gens. So I'm not an expert. Je ne suis pas une experte, mais cela me semble plutôt bien. There's no doubt that the New Il Deal ne fait aucun doute que le nouveau deal, le New Deal, devait être amélioré, tout comme les droits civiques devaient continuer avec les droits civiques, la loi sur le droit de vote. La raison pour laquelle le droit de vote a régressé, parce qu'ils n'ont jamais avancé. Ils pensaient avoir accompli quelque chose. Je dirais que le New Deal, c'est la même chose. C'était quelque chose qui devait être amélioré flexibility. avec de la flexibilité. I don't think any of us would, you know, our automatic reaction is to think that. Et notre réaction automatique est de penser que la mondialisation est forcément bonne parce qu'elle permet de connecter tout le monde. Mais d'une certaine manière, elle a échoué en s'y prenant mal. Donc oui, The New Deal wouldn't have been le New Deal aurait été protectionniste. Il se serait développé you know, had an influence across the world. et aurait eu une influence dans le monde. Sorry. Okay. Therefore, we could say Par conséquent, nous pourrions dire, ce que je peux voir, c'est un échec du sixième royaume qui n'a pas su poursuivre le nouveau deal et l'améliorer. Il a plutôt adopté les nouvelles politiques de néolibéralisme qui ont conduit à l'échec de la mondialisation. That sounds. Okay. You know, stand to be corrected. Ça semble correct. Je suis prête à être corrigée, mais je pense que c'est correct. For some of us oldies that are familiar with the 80s. Pour certains d'entre eux qui connaissent bien les années 80, c'était des décennies d'excès. Et je pense que les gens se sont enthousiasmés. On pensait que nous pouvons continuer ainsi, tout le monde deviendrait riche. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Sandra a une question dans le chat, je vais la lire. Pourriez-vous nous en dire plus sur le néolibéralisme? Est-il basé sur l'économie? Si je peux suggérer de chercher sur Google, parce que j'ai fait pas mal de lectures sur le néolibéralisme et le New Deal, donc les différences entre les deux. Je pense que la meilleure réponse, au lieu de me contenter de relire les documents que j'ai déjà donnés, parce que c'est vraiment la limite de mes connaissances, qu'il serait bon que tu fais tes propres recherches sur ce sujet, et Google à ce niveau peut être un bon ami. Elson? Yeah, thank you so much, Elder. A question. Alors, j'ai une question. C'est la réaction, mais Titus a soulevé la question. Quelque chose est venu à mon esprit sur ces problèmes structurels, l'élévation, les problèmes qu'ont la société. Il a donné un exemple qu'il voyait dans la microfinance. Ce sont ces structures qui ont été mises en place pour aider les femmes en ce qui concerne l'économie financière, mais ces structures ont conduit à d'autres problèmes. Une question me vient à l'esprit.
is it that the structures that have been Est-ce que les constructed structures qui ont perhaps été by the construites par le government gouvernement, peut-être, purporting to be helping en prétendant aider, really are sont geared en towards réalité orientées vers la reconstructing or reconstruction deepening the ou problems that have l'approfondissement existed? des problèmes I do not existants. know how Je I ne can sais pas relate comment je to, peux for le example, lier, to par exemple, liberal au feminism. féminisme I do libéral. Nous understand liberal comprenons le feminism féminisme as libéral comme as une a theory or rather a théorie ou thought plutôt process comme un of trying to processus help de women, pensée but through visant the à aider les system. femmes, mais Is par this le biais du système. the Est-ce reason la as to why raison pour we're saying laquelle that nous even disons liberal que même le feminism féminisme libéral, le féminisme a en fait échoué, bien que nous sachions qu'il y a eu des progrès grâce à ces structures en ce qui concerne le féminisme libéral, en essayant d'aider ici et là. Mais est-ce que ça signifie vraiment que ces systèmes échoueront toujours? Je ne sais pas si vous comprenez mon problème, mais est-ce qu'il y a quelque chose que nous puissions faire en tant que personnes qui ont été appelées à comprendre ces modèles? Cela peut tout à fait aider en ce qui concerne l'économie, la liberté. Ainsi, par exemple, en tant que féminisme libéral, nous savons que l'opposé de cela est fondamentalement le féminisme radical qui essaie de déraciner la structure elle-même pour tout renverser. Et alors, je ne comprends pas s'il a renversé ou plutôt déraciné ce genre de structure. Qu'est-ce qui est censé être en place? Cela va complètement fonctionner en ce qui concerne les structures. Je vous remercie. Si, j'espère que je suis claire. Je pense que que tu es clair. Je pense que nous avons dépassé le point de non-retour. Il n'y a rien qui puisse être réparé. Nous pouvons donc regarder en arrière et voir ce qui aurait pu être. Mais même en ce qui concerne le féminisme, 2020, le féminisme maintenant a perdu, est une cause perdue, il ne fait que reculer pour les femmes. Il n'y aura plus rien, il n'y aura plus d'amélioration. C'est la même chose pour l'économie. Nous sommes donc sur la trajectoire de l'implosion. Toutes les avancées pour les femmes, l'économie et tout ce qui est lié à ces choses. Ce qui aurait pu être a été perdu à cause de l'échec du sixième royaume, à cause de ces deux bateaux, de ces deux institutions qui n'ont pas su protéger et défendre. Je ne peux pas articuler le plan économique qui aurait pu tout sauver. Tout ce que je sais, c'est que je lis et que pour comprendre ce qui a amené les États-Unis à l'échec. Et le New Deal a été un succès. Les lois sur les droits civils étaient un succès, mais elle n'était pas censée stagner, elle devait progresser, s'améliorer. Je n'aurais jamais pensé que la mondialisation serait une mauvaise chose, mais sa mise en œuvre a eu pour effet de mettre beaucoup de pays, beaucoup d'individus dans la pauvreté. Et nous pouvons remercier le féminisme libéral pour les progrès qu'on a eus, mais il n'a pas été suffisamment loin. Le féminisme radical n'appartient vraiment à ce mouvement et avec la mort d'Hélène Reddy, nous savons que nous avons perdu une voix et nous pouvons le voir dans les condamnations pénales de Donald Trump qui n'ont mené à rien. Et je pense que la prochaine chose que nous verrons, c'est qu'il graciera il n'y a pas de justice en fin de compte dans la rue. Je ne suis pas sûre d'avoir répondu pleinement à ta question. Est-ce que c'est suffisant? Oui, je comprends votre raisonnement. Alors, je vais répondre à cette question. MAGA se divise en deux factions, Dark et Deep. Quelle est leur position économique?
Donc nous savons que MAGA, Deep MAGA, c'est le protectionnisme total, et Dark MAGA, c'est Elon Musk. Il espère faire venir les immigrants d'élite, vous savez, ces brillants esprits mathématiques de l'Inde, de la Chine et d'ailleurs pour travailler dans la Silicon Valley. Il n'est pas totalement anti-immigration. Vous savez, vous avez Apple qui est en Chine. Tous ces frères de la technologie, ils ne sont pas MAGA profonds ou deep. Ils font partie de cette division, mais ils plient tous le genou devant Donald Trump parce que s'ils veulent avancer, s'ils ne veulent pas que s'ils veulent que leur entreprise soit protégée, s'ils veulent que le marché soit libre, sans l'intervention du gouvernement, alors ils doivent plier le genou devant Donald Trump. Et si vous avez suivi l'éclatement entre Trump et Musk, Trump a dit je vais supprimer ce qu'ils appellent leur avantage financier que le gouvernement lui donne. C'est donc un avertissement pour tout le monde. Soyez gentils avec moi, ou bien je vais me venger. Ce n'est pas comme ça que le gouvernement est censé fonctionner. Beaucoup de ces choses, c'est tellement choquant tous les jours. Mais ça nous échappe. Mais il vient d'envoyer un message à tous les industriels, au PDG de toutes les entreprises. Ne me contrariez pas, sinon vous allez payer. C'est un règne tyrannique. Oui, les MAGA Deep et Dark ne sont pas du même avis sur ces questions. Les MAGA Deep ou profonds sont enracinés dans l'idéologie. Ils ne vont nulle part à ce point. Donc on va finir là bientôt. Je vois 2 questions et ensuite nous allons rester là. Alors Otobo. Thank you so much, Elder. Just a follow-up. Merci beaucoup. J'ai une question. I'm looking at the political scientist. Je regardais aux politologues. Ils utilisent des termes pour expliquer les modèles économiques. Ils reviennent sur le New Deal et introduisent ce terme de modèle keynésien qui consiste en fait que le gouvernement prend le contrôle total de l'économie de marché pour introduire l'idée d'égalité. Ensuite, ils introduisent le néolibéralisme que beaucoup d'Américains considèrent comme une menace. Ils le considèrent comme une menace pour la mondialisation. Donc ma question est donc de savoir s'ils introduisent aussi ce mot de néolibéralisme ou de post-néolibéral. Alors où marquez-vous l'ordre néolibéral? Je regarde votre tableau. Là, vous avez marqué néolibéralisme en 89. Mais où marquer l'ordre post-néolibéral? L'ordre du post-néolibéral, yeah. Je ne sais pas. Je sais que le néolibéralisme date des années 70 ou 80, 90. Peut-être que le post-libéral, c'est après les années 90, 1990. Et c'est la politique d'Obama qui essaye d'apporter... mais il y a aussi Biden qui a essayé... Mais ils n'ont pas suffisamment fait. C'est un article de Foreign Affairs qui est très bon. Je peux le partager avec vous. Post, ça veut dire après. Ça doit être après. Oui, partage-le aussi avec ton groupe. Philip? Alors, Philippe. Okay, thank you so much, Elder Terry.
Merci beaucoup, Alain Saint-Thierry. Ma question est, je viens juste d'être bénéficié par la question soulevée. La question est, vous parlez de Donald Trump comme étant le roi et le vice-président comme étant l'idéologue ou le communicateur. Je voudrais comprendre quelque chose. Nous savons que Donald Trump son règne va prendre fin au cours de cette période. Nous sommes à la période de la LD à la FTG. Donc, quand Trump va-t-il sortir? Alors, Trump étant le roi, il faut le combiner avec le mouvement MAGA, mais le mouvement MAGA a des opinions différentes, donc Donald Trump va... Donc, est-ce qu'il aura un deuxième mandat? Alors, s'il n'est plus le roi, qui va les rassembler? Parce que personne ne peut jouer son rôle de roi, alors comment va le faire? C'est la question que je pose. Ou est-ce que il nous faut nous attendre à voir c'est une autre question que je voulais pas poser avant, mais permettez-moi de la poser. Nous savons que Elon Musk travaille maintenant avec le département Doge. Je veux comprendre quel est son rôle. Il n'est pas un MAGA. Fait-il partie du Trumpisme? Et même s'il a des divergences avec Donald Trump, est-ce qu'il y a quelque chose d'important à ce sujet? Parce que je viens de lire par rapport à sa grande loi, il y a des tensions entre eux, je veux comprendre. Est-ce que cette tension est importante ou pas? Deuxième question, parce que c'est un peu frais dans mon esprit. Si vous pensez à Elon Musk, qui appartient à l'Église, parce qu'il n'est pas un État, il n'est pas un élu, il ne fait pas partie du gouvernement, même si on lui a donné un rôle à Dodge. Ce n'est pas un vrai rôle, il fait partie de l'Église. Alors, il est rentré par rapport à la tentative d'assassinat de Trump. Et même avant cela, Stephen Miller a travaillé avec lui et lui a amené à être un donateur. Mais c'est la tentative d'assassinat qui l'a fait rentrer. Donc, considérez-le comme une église. Et quand vous pensez à l'église, quand vous pensez à MAGA, il s'est divisé. Parce que c'est Babylone. C'est un mélange de tout le monde. La seule cohésion qu'ils ont, c'est sous Donald Trump. Nous savons donc que Donald Trump est le dernier président. Il n'y aura rien après. Et même s'il devait mourir demain, c'est lui qui les lie tous. C'est lui le charismatique. Je déteste le dire, mais c'est le cas. C'est celui qu'ils adorent. J.D. Vance ne pourra jamais prendre sa place. C'est un idéologue. Politico l'appelle le communicateur en chef, le prince MAGA. Donc pensez à Trump comme le roi MAGA et J.D. Vance comme le prince MAGA. Est-il le prochain à monter sur le trône? Certains le disent, mais nous savons prophétiquement qu'il n'y a pas de remplaçant sur ce trône. Je pense que ce qui va se passer, c'est qu'il va imploser. Si vous pensez à 1989, l'Union soviétique a implosé. Israël ancien a implosé.
Dieu a envoyé Babylone pour le sauver à la fin, pour l'emmener en captivité, afin qu'il puisse être en sécurité et puisse retourner et reconstruire. Même s'il ne le savait pas, mais nous pouvons voir que dans le grand plan, parce que... Who else? Qui d'autre? Yeah, kingdoms die from within. Les royaumes meurent de l'intérieur. Ce n'est pas quelque chose de grand qui vient de l'externe, qui les fait imploser ou tomber. Les royaumes du Nord et du Sud ont été désintégrés. Il y avait des forces externes, la Syrie et Babylone. Mais il y a des forces externes, mais la pourriture est à l'intérieur d'eux. Donc enlevez Trump de l'image et tout s'écroulera. Il est le roi, il est la colle, il est le Messie. J.D. Vance, oui, il est loué dans son rôle, mais ils ne le veulent pas dans un autre rôle. Ils ne le veulent pas sur le trône. Il n'a pas le pouvoir d'attraction, mais il peut parler au nom de MAGA. Et il parle très bien. Il articule le message clairement, plus clairement que Trump. Mais Trump a le pouvoir, le culte de la personnalité, que J.D. Vance n'a pas. Et je dirais la même chose pour Poutine. Ils ont ce culte de la personnalité. Vous enlevez Staline, personne n'a remplacé Staline. Et c'est à partir de là que tout s'est écroulé. C'est Donald Trump tout au long jusqu'à la deuxième venue. Je n'ai pas de visibilité. J'ai de la visibilité. Nous avons seulement de la visibilité pour cette dispensation. Si Trump sera visant à la seconde venue, j'en sais rien. Mais il n'y aura rien pour prendre la place. Si nous revenons à la Rome antique, la Rome avant le premier avènement, vous avez Pompée, Cassius, on a Octavien qui est devenu Auguste, vous avez Jules, vous avez tous ces Romains. Il nous faut considérer Trump comme étant une combinaison de tous ces Romains. Il y a aussi Hérode. Je pense qu'il est un type de tout cela. Comment cela se passe après la FTG. Je commettrai une erreur de méthodologie en supposant ce qui se passera. Il nous faut nous focaliser sur cette dispensation qui nous amène à la FTG. Nous pourrions donc nous attendre à ce que ce royaume commence à s'effondrer. Oui, tu as raison. Même dans la prédiction qui a été faite, qui disait qu'il était le dernier président, je n'ai pas vraiment de questions là, mais il semblait que quand il a perdu pour la deuxième fois, nous nous sommes retirés et ensuite nous avons expliqué autre chose. Maintenant, il faut revenir à la même explication. Parce que les personnes, est-ce que les personnes nous demandent, avant vous disiez que c'était le dernier président, est-ce qu'il est toujours le dernier président? Je pense que c'est une bonne idée de ne pas avoir à prédire au-delà
Mais les implications disent que nous allons au-delà de la dispensation. Mais est-ce que notre idée est que Trump est le dernier président? Traitez cela avec une autre question. Est-ce que ça sonne de la même manière qu'avec le premier messager? Ça n'a pas changé. On n'a jamais, nous n'avons pas cessé de penser que ça serait le dernier président, même s'il a échoué en 2020. Alors, nous avons les deux cornes. Nous avons donc Médo-Perse, le pouvoir à deux cornes. Nous avons Cyrus, Cambis, quelqu'un, Darius, Azarius, quelqu'un, et ensuite on a Xerxès. Je ne m'en souviens pas de tous. Les 7. Puis nous arrivons ici et nous avons les nôtres, les 7. Nous avons Reagan, Bush, Clinton, Bush. Have I messed up? So there's Trump, there's Biden, there's Trump. On a Trump, Biden, Trump. J'ai fait à l'envers. Les derniers présidents, les 7 tonnerres. Et les 7 tonnerres nous emmènent où? Où se termine-t-il? Deuxième événement. C'est une délinéation d'événements qui se produisent dans le cadre du premier et du deuxième ange qui nous amène à la LD. Donc Trump est là, la LD, c'est les 7 tonnerres. Il n'y en a pas de 8e. Trump a toujours fait partie des 7 tonnerres. Ici, il nous fallait croire qu'il serait le dernier président. Nous ne savons pas comment ça allait se passer, mais quand je dis nous, le mouvement, avons toujours pensé que Trump était le dernier président. Nous avons ces versets dans Daniel, nous n'avons pas fait d'erreur. Peut-être nous avons perdu la foi pendant un petit moment, mais nous n'avons pas fait d'erreur. Je suis d'accord que nous n'avons pas fait d'erreur, mais nous avions des approches différentes. Nous pensions que Donald Trump, avec une idéologie en place, et ce que nous avions, nous répondons aux gens. Nous avons une idéologie qui est le Trumpisme, et cette idéologie est celle qui va le porter jusqu'à la deuxième événement, et même sans Trump. Mais lorsque Trump est entré en fonction, ceux à qui nous avons donné cette explication sont venus et dit, vous avez vu, Donald Trump est le dernier président. Mais ce qui se passe vraiment maintenant, vous savez que vous avez donné une autre explication auparavant. Je dis qu'il s'agit d'une idéologie, mais maintenant, Donald Trump n'est plus une idéologie. Je ne crois pas que Donald Trump ne soit pas le dernier président, mais j'avais une explication différente pendant la période où il n'était pas le président. Maintenant qu'il est le président, je me raccroche à cette idéologie. Je ne sais pas comment tu as travaillé avec ça quand Biden était président. Mais je n'ai pas réalisé que quelque chose avait changé. Mais maintenant, on a la loi du dimanche mondial à la FTG. Donc, quand tu mets la loi du dimanche sur les 7 tonnerres, c'est à la LD pour la ligne de 144 000. Donc Trump en 2024 à la LD, oui, nous sommes à la fin et nous serons dirigés par quelqu'un d'autre que lui-même. Tu peux répéter?
Je pense que son idéologie ne pourra jamais être dirigée par quelqu'un d'autre que lui-même. I think he's the man for the moment. Je pense que c'est l'homme de la situation, l'homme du moment. Ok, c'est bien. J'essayais juste d'insinuer et de penser que Donald Trump ne s'arrête jamais. Il va simplement de l'avant et nous le verrons encore dans les prochaines dispensations. I'm sure he'll be around for a while. He might write. Je suis sûr qu'il sera là, mais pendant un certain temps. Mais Hérode est mort en 4 avant Herod that killed all Jésus-Christ. the infants Donc, died. Hérode a tué tous les enfants quand Jésus est So né. I think there's something there. But Je pense qu'il y a quelque chose là. yeah, I don't think there's anything to suggest that he won't be around. For Mais a je ne while. pense pas qu'on And, puisse suggérer qu'il ne sera pas là pendant un certain temps. I felt sorry for Vance. That's probably. Je me suis senti désolée pour Vance. C'est probablement une mauvaise façon de le dire, mais quand Elon Musk a dit que Donald Trump And J.D. devait être Vance destitué et has que his place. J.D. Vance devait prendre sa place, Trump's not going to like that. So if anybody Trump ne va pas aimer ça. Si quelqu'un doit partir, c'est J.D. Vance qui va partir, ça ne sera pas Trump. Et il n'y a qu'un seul trône. Il y a de la place que pour une seule personne, culte de la personnalité. Donc il n'aimera pas que J.D. Vance soit promu aux yeux d'Elon Musk ou de n'importe qui. Not that I see J.D. Vance going anywhere, but he'll go before. J.D. Vance partira avant. Yes. So I really need to go. Il faut qu'on s'arrête. Il faut vraiment qu'on s'arrête. Demain, je travaille. Il faut que je m'arrête. Il est tard. Est-ce que c'est d'accord, Philippe? Oui, j'avais une petite idée avant de partir. Merci. Vous pouvez, merci beaucoup, merci. Je vois d'autres messages, mais écrivez-moi et Grace, je vais te répondre. Et terminons par la prière. Notre Dieu qui vit dans les cieux, nous te remercions pour les informations que nous avons. Il semble que plus nous recevons d'informations, plus nous avons de questions. Et c'est bien ainsi. S'il te plaît, aide-nous à comprendre ce qui est nécessaire pour passer au crible, la boue, et saisir ce qui est nécessaire. Seigneur, nous voulons juste comprendre la période de la LD et ce qui se passe en externe, ce que nous devons faire en interne. Je prie pour tous ces membres, bénis-les, le ministère et les familles qu'ils représentent, bénis leur sphère d'influence et lis-nous dans les cordons d'amour et de vérité. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Thank you, everyone.